Salut tout le monde, aujourd'hui on passe en revue la première F1 de 2020 qui a été présentée enfin physiquement en vrai. As nous a envoyé des photos, Mercedes nous a fait faire un faux départ qui n'était pas si inintéressant, et donc le 11 février on a eu le droit, dans une ambiance très baroque et électronique avec des sons de V6 hybride qui partaient d'un peu on ne sait pas où, eh bien, ça a été au tour de Ferrari. 130 000 personnes regardaient en direct la présentation de la nouvelle Ferrari sur la chaîne YouTube de la Formule 1. Le chat était absolument intenable. Donc la présentation a pris un petit peu de temps, évidemment, entre les acrobates qu'il y a eu sur scène et les quelques très longs mots de monsieur Louis Camilleri, le PDG de Ferrari, et de Philippe Morris. Pour un petit rappel d'ailleurs, Mission Win Now, ce n'est pas de la cigarette, mais ça vient quand même d'un cigarettier. Voilà, c'est pour justifier le budget de Philippe Morris qui met 50-60 millions par an chez Ferrari. Voilà. Voici donc la SF1000. SF pour Scuderia Ferrari, 1000 car ils vont disputer leur 1000e Grand Prix cette année. Cela sera au Canada ou en France. En fait, ça dépend si le Grand Prix de Chine, théâtre du 1000e Grand Prix de Formule 1 l'année dernière, sera reporté. Commençons par la livrée. Au final, peu de changements par rapport à l'année dernière, toujours un très joli rouge mat avec le halo en carbone, pas de nouveaux gros sponsors et la voiture est encore plus rouge finalement que l'année dernière. Bon, c'est une Ferrari, pas de surprise, mais j'avoue que mamma mia, c'est quand même vachement beau. Vous remarquerez les numéros qui empruntent la même typographie que ceux dans les années 80, avec notamment Gilles Villeneuve ou Didier Pironi. Bon, moi je suis un petit peu moins fan de mon côté de ce numéro un petit peu années 80, je trouve que ça s'intègre pas super bien sur la voiture, mais bon, allez, chipote là. Bon, passons à la voiture en elle-même. À première vue, j'ai sauté directement en me disant bordel, c'est exactement la même que l'année dernière. Puis bon, je vous avoue que de loin, on n'y voit pas une extrême différence entre la voiture de l'année dernière et celle de cette année, c'est normal, parce que la réglementation entre 2019 et 2020 a été extrêmement stable. Je crois même qu'il y a eu peut-être pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a même pas eu de changement de réglementation d'un point de vue aérodynamique. Mais si on y regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'il y a quand même vachement de nouvelles petites pièces et vachement de nouvelles petites choses à décrypter. Donc je vais faire mon possible pour vous expliquer correctement les changements sur cette Ferrari de 2020. Donc on va commencer par l'aileron avant qui n'a pas énormément changé par rapport à la fin de l'année 2019. On voit ici, il y a des petites encoches, comme c'était le cas, comme c'est le cas aussi sur la As de cette année. Et là, en fait, l'aileron avant, ils ont gardé la même conception, le même concept que l'année dernière. Et encore une fois, le but du jeu, c'est d'emmener l'air qui va appuyer sur l'aileron et de l'emmener à l'extérieur de la roue pour aller chercher, en fait, tout ce flux aérodynamique qui va sortir de la roue, qui est très perturbé. Qui est pas bon, en fait. Et le but du jeu, c'est que l'air qui arrive et qui va passer sur l'aileron, on va essayer de l'extraire pour qu'il chope cet air de la roue et qu'on l'emmène le plus loin possible du reste de la voiture, des bargeboards ici, du capot moteur, etc. Parce que c'est ici où se fait en majorité l'appui aérodynamique. Le nez donc est similaire à la fin de l'année 2019 pour Ferrari et similaire à celui de la Haas d'ailleurs. On a donc deux encoches où l'air va rentrer. On va essayer d'emmener l'air au maximum sous le fond plat de la voiture, on va en reparler dans quelques instants avec le rake. Sinon, avec toutes ces encoches, le but du jeu, c'est d'emmener l'air vers les bargeboards, donc tous ces appendices aérodynamiques extrêmement détaillés et extrêmement complexes, de manière à avoir un flux aérodynamique très accéléré qui suit le capot de la voiture pour aller jusqu'à l'arrière du fond plat et donc alimenter le diffuseur et cette zone qui est extrêmement importante puisque c'est là où l'appui aérodynamique est le plus important sur la voiture. On se retrouve sur le site internet aurupteur.com. Évidemment, vous avez un article avec des comparaisons toujours entre la voiture de l'année dernière ici et la voiture de cette année. Alors, on a placé la voiture de manière à ce que on puisse bien regarder la différence entre l'aileron avant de l'année dernière et l'aileron avant de cette année. C'est pour ça que voilà, les perspectives sont un peu différentes. Vous inquiétez pas pour ça. Ce qu'on peut remarquer sur cette vue, c'est que Ferrari a tenté d'abaisser la suspension avant, peut-être pour avoir un gain aérodynamique, de manière à rediriger le flux d'air un petit peu mieux. Voilà, en tout cas, il y a eu un travail sur la suspension à l'avant. Est-ce qu'il y a eu un travail sur la suspension à l'arrière? Ça, un peu moins sûr. Bon, alors, je vous en parlais tout à l'heure, évidemment, le rake est extrêmement important sur la Ferrari, comme sur la Haas d'ailleurs. Voilà, on voit l'inclinaison de la voiture qui est vraiment très très penchée sur l'avant. Le but du jeu, comme d'habitude, de prendre tout le flux d'air qui arrive, vous savez, dans le fameux conduit. Avant d'être dirigé soit vers les sidepods, soit vers le fond plat, tout ce flux d'air, faut essayer de l'accélérer au maximum. C'est là où il y a
le point le plus proche avec le sol, et donc du coup on accélère un maximum le flux d'air puisqu'il est comprimé, et donc du coup ça va alimenter tout le diffuseur arrière et donc tout l'appui aérodynamique de la voiture. Et donc en fait c'est aussi ici que se passe un maximum d'appui, et c'est pour ça la voiture qui manque peut-être un petit peu d'appui aérodynamique par rapport à un aileron de chez Mercedes qui est un peu plus un mur, on va dire. Avoir un rec important est presque obligatoire pour essayer d'avoir un petit peu plus de train avant, comme on dit, donc essayer d'avoir un peu plus d'appui à l'avant pour éviter d'avoir une voiture qui sous-vire trop. Donc voilà, ils sont obligés entre guillemets avec la conception qu'ils ont de l'aileron avant d'avoir un rec assez important sur la voiture. Les bargeboards rapidement, bon bah vous voyez, hein, c'est de l'orfèvrerie aérodynamique. Y a pas, je peux pas vous dire grand chose là-dessus. Juste qu'ils ont utilisé un trou réglementaire comme on dit. Ça, on dit un loophole en anglais, mais c'est une zone grise du règlement où en fait normalement depuis 2019 on est obligé d'avoir tous ces éléments aérodynamiques qui soient à une certaine hauteur. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas d'éléments aérodynamiques qui remontent jusqu'ici, mais apparemment ici on peut le faire. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, il y a énormément de choses. On voit des boomerangs dans tous les sens, etc. Tout ça pour évidemment diriger le flux d'air tout au long de la carrosserie pour alimenter encore une fois le diffuseur qui est à l'arrière de la voiture pour avoir un maximum d'appui aérodynamique. Pour finir donc, pour finir sur l'avant de la voiture, on est donc avec les rétroviseurs qui sont vraiment typés Mercedes. Donc comme d'habitude avec une bonne petite réglette, et derrière on a un énorme appendice qui vient se coller finalement sur le sidepods de la voiture. Et donc encore une fois le but du jeu c'est de rediriger le flux d'air correctement sur tout le capot moteur pour alimenter le diffuseur. Hein, ça c'est sûr. Maintenant on sait que la FIA est quand même assez vigilante justement pour éviter que les rétroviseurs ne soient des appendices trop aérodynamiques qui fait en sorte de bien rediriger le flux d'air. Faut vraiment qu'en fait ces éléments contribuent à faire en sorte que le rétroviseur soit stable et ne bouge pas trop entre guillemets. Donc voilà, ils essaient d'exploiter comme ils peuvent toutes les zones du règlement. On peut remarquer donc que le sidepods avec cette prise d'air est presque en triangle, j'ai envie de vous dire, mais surtout en fait on voit que ça redescend beaucoup. Le but du jeu encore une fois c'est que quand l'air arrive, on puisse le redescendre sur le fond plat de la voiture et qu'il vienne se coller finalement au capot moteur pour encore une fois alimenter le diffuseur. Voilà, je pense que au bout d'un moment vous aurez compris que c'est de là-bas que tout se passe. Mais voilà, encore une fois, c'est fait de telle sorte pour pouvoir justement diriger tout ce flux d'air qui va venir taper ici pour l'emmener vers le floor et vers le diffuseur, donc le fond plat de la voiture. Rapidement sur les petites encoches, il y a quelque chose d'assez intéressant. En fait, l'année dernière, on a vu beaucoup d'encoches, de trous sur le côté du fond plat. Alors en fait, le but du jeu, c'est un petit peu le même principe que d'avoir des jupes latérales comme dans les années 80 ou comme on va avoir l'année prochaine en 2021. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'air, surtout au niveau de la roue arrière, qui va en tournant envoyer plein d'air un peu perturbateur, enfin très perturbateur sur le fond plat. Le but du jeu, c'est de canaliser au maximum l'air qui passe sous la voiture et de manière à finalement essayer de l'isoler entre guillemets par justement toutes ces encoches, de manière à ce que l'air soit le moins perturbé possible pour alimenter correctement le diffuseur. Et on n'a pas envie d'avoir un air perturbé sur la fin justement alors qu'on s'est fait suer pendant tout le début de la voiture. On n'a pas envie que l'air perturbé par la roue vienne tout saccager ici. Donc le but du jeu effectivement c'est d'isoler tout l'air qui arrive dessous et de l'isoler pour l'emmener jusqu'au diffuseur et que ça fasse correctement son travail. C'est pour ça notamment qu'en 2018 ou 2019 je crois en Australie, Hamilton avait perdu un petit bout du fond plat ici et était 5/10 plus lent, et en fait effectivement ça si vous voulez ça désisole l'air et donc le fond plat est alimenté moins bien et donc vous avez beaucoup moins, vous avez quand même un manque d'appui assez considérable. Tout ça parce qu'il y avait une petite encoche qui était partie. On revient sur les comparaisons. Alors là, vous voyez les deux voitures. À droite, c'est celle de l'année dernière. À gauche, celle de cette année. On voit rapidement quelque chose qui est assez important. Finalement, c'est la manière dont ils ont réussi à rendre encore plus compact leur moteur. Surtout au niveau des sidepods. Vous voyez ici sur la voiture de l'année dernière, le shell est vraiment très à la verticale, le logo shell, alors que sur la voiture de cette année, on voit qu'il est beaucoup plus étiré vers le dessus de la voiture, ce qui veut dire qu'en fait, le capot moteur et les sidepods, donc les prises d'air latérales, ont été extrêmement sculptés pour essayer un peu comme Red Bull, d'avoir
d'être vraiment de remonter beaucoup vers le cockpit et non pas d'opposer une grosse résistance. Donc voilà, et on voit clairement hein, sur l'arrière, encore une fois, ça a été extrêmement retravaillé. Ils ont beaucoup retravaillé sur la boîte de vitesse, le moteur, la manière dont ils agencent tous ces éléments-là sous le capot pour avoir une voiture encore plus compacte sur l'arrière et donc bien essayer de maximiser le flux d'air pour avoir encore plus d'appui aérodynamique. Rapidement, sur la cheminée, comme chez Haas, hein, on est sur une cheminée en triangle avec deux prises d'air différentes évidemment, une pour tout ce qui est moteur à combustion interne et l'autre pour tout ce qui est élément hybride, donc le MGU-K je pense et le MGU-H par exemple. Donc voilà, ça c'est rien de nouveau vraiment sous le soleil comme on dit. On voit très clairement les deux petites cornes. Alors le but du jeu, un petit peu comme McLaren le faisait en 2005 et 2006, peut-être pas 2005, 2006 en tout cas c'est sûr. Le but du jeu, c'est que en fait finalement le pilote est un élément relativement perturbateur avec son casque qui bouge toujours un petit peu dans tous les sens, le volant aussi qui permet qui rend le flux d'air un petit peu moins bien, un peu moins correct dans les virages. Le but du jeu, c'est peut-être d'essayer de tout cet air qui va être perturbé, de le rediriger encore une fois vers le capot pour que ça alimente derrière le diffuseur, etc. D'accélérer ce flux d'air. Plus tu accélères le flux d'air, plus tu vas générer d'appui aérodynamique sur le diffuseur. Donc voilà, et pareil, le capot a l'air extrêmement réduit, même sur le dessus, et on voit que ce qu'on appelle l'aile de requin est extrêmement grande, je trouve, surtout par rapport à l'année dernière. Alors c'est peut-être aussi accentué par le fait que ici le rouge a remplacé le noir. L'année dernière c'était du noir, ici c'est du rouge. Alors petite astuce, le rouge mat pèse moins lourd en termes de peinture et le rouge brillant pèse un petit peu plus lourd. Alors peut-être que le fait d'avoir mis du brillant, ils veulent mettre un petit peu plus de poids sur l'arrière pour avoir un petit peu plus de poids, je sais pas. Peut-être que voilà, pour peut-être mieux stabiliser la voiture. Voilà tout ce que l'on peut dire de cette F1 pour le moment. La voiture sera évidemment déjà différente à Barcelone, ils vont probablement amener d'autres pièces pour pouvoir valider certains concepts, valider certaines choses qu'ils ont amenées sur la voiture, ou alors pour amener de nouvelles pièces pour encore aller plus loin. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que entre le 11 février et Barcelone, la voiture sera différente. Comme je vous l'ai dit, il y a une véritable continuité entre 2019 et 2020, et surtout, en fait, ils ont encore poussé leur concept encore plus loin. Ils ont repris ce qui marchait de l'année dernière, ou ce avec quoi ils étaient à l'aise, et ils ont travaillé autour de d'autres éléments pour faire fonctionner les éléments qui fonctionnaient bien l'année dernière. S'ils ont réussi à rendre leur voiture encore plus performante que celle de l'année dernière, et qu'ils arrivent à bien tout maximiser lors d'un week-end de course entre les stratégies, le pilotage, les qualifs, etc., peu importe la voiture de Mercedes a beaucoup de soucis à se faire. Finalement, c'est la dernière chance pour Ferrari d'avoir un titre mondial avant de remettre les compteurs à zéro en 2021. Et vous, cette Ferrari, vous en pensez quoi ?